Bienvenue dans notre podcast dédié aux partenaires de la gestion de patrimoine, la série où nous explorons les coulisses de Bonjour Patrimoine, votre allié de confiance pour une stratégie financière éclairée. Au fil de cette série, nous aurons l'occasion d'explorer les histoires captivantes, les stratégies inédites et les conseils éclairés de nos partenaires. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur de la réussite financière. C'est parti! Bonjour à tous, écoutez, ravi d'être de nouveau avec vous aujourd'hui, où j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine Lafosse, responsable commerciale chez Histoire et Patrimoine. Bonjour Ludivine. Bonjour Philippe. C'est ton premier podcast. Tout à fait, cool. C'est une première. Ah, pas trop la pression? Un petit peu. Top. Écoute, en tout cas, ravi de t'accueillir dans les murs de Bonjour Patrimoine. L'idée aujourd'hui, ça va être de discuter là, pendant la prochaine heure, qui nous anime un petit peu de l'immobilier. Voilà. Alors c'est vrai qu'on reçoit, chez nous, pas mal de partenaires. L'immobilier plutôt ancien. Et du coup, alors rapidement, un peu pour te présenter à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler en fait pour Histoire et Patrimoine? Alors, pour moi, l'immobilier, ça fait déjà un petit moment que je travaille dedans, puisque c'est venu assez vite à moi. Alors, pour la petite anecdote, j'ai fait un stage de 3e dans une agence immobilière et ça a un peu tout déclenché. Donc voilà, ça m'était resté dans un coin de la tête. Et puis, en grandissant, je suis partie dans l'immobilier. Alors, d'abord, l'immobilier classique, ancien, dans les agences immobilières, comme on peut en avoir l'idée. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la fiscalité liée à l'immobilier. Et là, ça m'a intéressée. C'est un gros sujet. C'est ça, il y avait de quoi faire. Et j'ai décidé de développer du coup ma carrière plutôt sur cet axe-là. Donc, je me suis formée sur l'immobilier, mais aussi sur de la gestion de patrimoine. D'accord. Voilà, comme vous ici. Donc, j'ai un master en gestion de patrimoine. Tu l'as passé où? Sur Bordeaux. Sur Bordeaux. Ah oui. Pas de rivalité Toulouse-Bordeaux, promis. Et donc j'ai fait mes études à Bordeaux et puis je suis rentrée d'abord chez un promoteur dans le neuf où j'ai fait mes premières armes là-bas et puis ensuite j'ai eu l'opportunité d'abord sur Bordeaux d'intégrer Histoire et Patrimoine. Et pour moi ça a été un peu une évidence quand j'ai eu la proposition, en tout cas quand j'ai vu l'annonce, parce que c'était le moyen justement de réunir à la fois l'immobilier qui était l'un de mes premiers amours au niveau professionnel, et puis la gestion de patrimoine, puisque sur de l'immobilier de réhabilitation, et on le verra par la suite, les deux sont forcément liés. On va voir qu'il y a des lois de défiscalisation qui vraiment sur lesquelles on va travailler avec une approche très gestion de patrimoine et donc une approche un peu différente de l'immobilier classique, plus produit en local comme on peut le voir sur de l'immobilier ancien. Et donc voilà, c'est ça qui m'a intéressée et puis aussi la chance de travailler sur des très très beaux biens immobiliers, sur des châteaux, sur des anciens couvents. On a la chance de voir aussi notre très beau patrimoine français un peu partout. Et donc ça, c'est vrai que c'est riche quand on peut toucher à ça et quand on aime le patrimoine. Écoute, merci. Oui, c'est vrai qu'on ne vous a pas précisé, mais en fait, on va parler de belles pierres aujourd'hui. Tout à fait. Sur l'histoire, sans faire de jeu de mots, sur l'histoire de Histoire et Patrimoine. Aujourd'hui, c'est un groupe, il me semble. Comment c'est structuré un petit peu? Alors, Histoire et Patrimoine, donc en effet, on est maintenant un groupe. On est quasiment à peu près à 200 salariés à l'heure actuelle sur le groupe Histoire et Patrimoine. Donc nous, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça sur de la réhabilitation de biens immobiliers. Donc ça va être sur différents types de bâtiments. Mais on a intégré en 2018 le groupe Altarea, Cogedim, qui est très connu, qui est l'un des promoteurs principaux au niveau national. Qui sont plutôt connus pour le neuf, non? Tout à fait. Ça, alors Cogedim, en effet, qui est la filiale vraiment connue au niveau national, puisque c'est l'un des plus gros acteurs de la promotion immobilière. Et puis Altarea aussi, qui est un très gros acteur. Alors pas sur de la promotion de logements individuels comme Cogedim, c'est pour ça que c'est plutôt connu du grand public. Mais Altarea, qui est du coup notre maison mère, s'occupe par exemple de gros projets de foncières, de centres commerciaux. Et on peut prendre un exemple assez concret
concret, c'est la réhabilitation de la gare Montparnasse et de tout le centre commercial au niveau de la gare Montparnasse à Paris. C'est Altarea qui a porté ce projet. Ok, ça parlera peut-être plus aux Parisiens, mais... C'est ça. Pourquoi pas. Mais en même temps, quand on arrive de Toulouse... on prend la gare Montparnasse, un petit trajet Montparnasse-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Un jour, on aura la LGV à Toulouse, promis. On y croit. ça arrive. Ok, donc un grand groupe, Altarea, Cogedim. Donc du coup, tous les métiers en fait sont là. Les métiers à la fois de promoteurs, de foncières, développeurs, prestataires, aménageurs, etc. Donc en fait, tout pour faire les choses bien en fait sur votre métier de base, la rénovation. C'est exactement l'idée du groupe et d'Alain Taravella, donc qui est le directeur d'Altarea. L'idée sur le développement du groupe Altarea, c'était de pouvoir avoir, d'acquérir des filiales, donc du coup des entreprises qui étaient déjà matures sur leur secteur, comme Cogedim, comme Histoire et Patrimoine, et de pouvoir s'appuyer du coup sur l'expertise de ces entreprises-là pour pouvoir développer le groupe et pouvoir être après présent sur l'ensemble des secteurs de l'immobilier. Donc à la fois, comme on l'a dit, de la promotion immobilière, du bureau, de la foncière, des centres commerciaux, mais aussi de la réhabilitation immobilière via justement Histoire et Patrimoine. Et le but, c'est de pouvoir quand on arrive sur un projet, par exemple avec des municipalités, sur une rénovation d'un quartier, sur un réaménagement urbain, être en capacité de tout faire. C'est-à-dire qu'on peut faire du bureau, on peut faire du commerce, on peut faire du logement individuel en construction. S'il y a un bâtiment à rénover, on peut venir le rénover via Histoire et Patrimoine. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir répondre à toutes les problématiques et toutes les solutions derrière sur le nouvel aménagement urbain, comme on l'entend maintenant dans les villes. C'est super intéressant. En 2024, c'est quoi ton intime conviction sur le marché de l'immobilier ? On est plutôt dans de la construction neuve, on est plutôt dans de la réhabilitation, c'est quoi un peu le marché de l'immobilier en 2024, ou en tout cas 2023 et maintenant 2024 ? Oui, alors le marché immobilier, il a beaucoup bougé. En fait, on a 2 heures. C'est ça. Il a beaucoup bougé et c'est en même temps très intéressant parce que c'est là aussi, je trouve en tout cas au niveau du groupe Altarea, on voit la force d'un groupe aussi fort dans sa manière de repenser tout de suite ses projets, de repenser l'immobilier. Pour moi, clairement, au niveau de la réhabilitation, on peut le dire, c'est plutôt des années positives parce que on a pas mal de lois qui ont été mises en place. Je pense notamment à la loi climat, qui est une loi majeure, qui vient justement pousser les propriétaires, les bailleurs, etc., à venir rénover le parc immobilier. Et donc, ça va clairement dans notre sens. Depuis quelle année la loi climat ? Bonne question. Désolé, on n'avait pas prévu le piège, mais... Celui-là, je ne l'ai plus en tête. C'est récent, mais... Oui. De mémoire, ça doit être je ne veux pas dire 2022, mais ça doit être 2020 ou 2021, je crois. Okay. Donc, il pousse effectivement vraiment à la rénovation de l'ancien. En fait, c'est ça. En fait, je sais que là, la mise en place de la loi la loi climat est en train de rentrer depuis 2024 justement en action, notamment sur les sorties des premiers logements en fait qui sont classés comme trop énergivores. Les fameux G, E, etc., etc. Et là, on a en fait justement les premiers effets de cette loi climat qui est arrivée sur l'année 2024 avec la sortie des locations de ces logements. Donc, et puis ça va arriver sur les années suivantes puisqu'on a des paliers au fur et à mesure en 2025. Et puis après, ça va continuer comme ça sur une dizaine d'années où ils vont sortir... Enfin, l'idée, c'était de sortir du parc locatif tous les logements qui étaient en dessous d'une classe D au niveau du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Ok, potentiellement une belle volumétrie quand même. C'est ça. C'était, on s'y retrouve assez vite. C'est quasiment 50% du parc en fait, au niveau national. Je crois que de mémoire, ça doit être 40%. On n'est pas très très loin de quasiment la moitié du parc qui est concerné par cette loi. Donc nous, ça va dans notre sens, puisque l'idée de notre action chez Histoire et Patrimoine, c'est de venir rénover, réhabiliter les bâtiments, partir de bâtiments qui sont très vétustes, voire parfois quasiment en ruine,
ruines pour venir les restaurer, les rénover, arriver aussi justement à des performances énergétiques qui viennent répondre à ces nouvelles lois. Alors on n'a pas, nous, contrairement au neuf, de réglementation à imposer au niveau des performances énergétiques. C'est-à-dire que sur le neuf, on a la RT 2020, ce genre de choses qui ont été imposées. Mais par contre, à notre niveau, on va s'engager, par exemple chez Histoire et Patrimoine, à livrer l'ensemble de nos logements avec sur des performances au minimum D, voire C si on peut, sur les réhabilitations. Ce qui fait qu'on sort nos clients justement de ce risque de ne plus pouvoir louer avec la loi climat, et on vient répondre aussi à la demande du gouvernement, de l'État, avec ses actions de rénovation du parc ancien. Ok. Ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire que le propriétaire aujourd'hui qui a un bien en dessous de la classe D, soit il engage des très gros travaux, soit il ne peut plus louer. Exactement. À terme, ce sera ça, en effet, pour les logements qui seront concernés. C'est soit, en effet, la rénovation du bien qui va permettre de répondre à ces critères-là, ou alors malheureusement à terme une interdiction de location. Donc ça va aussi poser des choses sur le marché, puisque les personnes qui veulent pas faire les travaux, ce sont aussi ils vont revendre potentiellement, mais dans une phase de revente. Une offre et une demande. Si on revend un bien qui est un peu sous-staffé en termes de DPE, forcément l'offre sur le marché, voilà. Et là, vous vous positionnez potentiellement sur un bien, ou vous achetez plutôt un bien, ou vous achetez plutôt un immeuble ? Alors nous, on se positionnera pour Histoire et Patrimoine sur un immeuble. D'accord. Parce que l'idée, c'est de rénover vraiment toute la bâtisse. On fait des gros travaux de rénovation. En fait, quand on parle de réhabilitation, c'est une reprise entière du bâtiment. C'est-à-dire que parfois, on est amené à reprendre jusqu'aux fondations. Ça nous arrivait sur certains bâtiments d'aller remettre des micro-pieux dans les fondations pour pouvoir soutenir la structure du bâtiment. On va reprendre les façades, on va reprendre la toiture, on va reprendre la charpente. Enfin, on est sur des gros travaux. Donc c'est vrai que là-dessus, sur cette démarche-là, on va plutôt s'inscrire sur une réhabilitation du coup d'un bâtiment au global, et puis après de logements à l'intérieur. On a une filiale quand même qu'on a lancée, j'en parlerai rapidement juste comme ça, qui s'appelle Jouvence, qui elle peut être amenée à faire plutôt de la rénovation de logements, et là on peut être amené à acheter quelques appartements et pas forcément tout l'immeuble sur la réhabilitation. Le nom est bien trouvé. C'est ça. Jouvence. C'est ça, tout à fait. Ok, donc la force d'Histoire et Patrimoine, c'est un bien, un immeuble entier qu'on rénove de A à Z. Tout à fait. D'accord. Donc derrière, une garantie aussi pour l'ensemble de nos clients. Quand ils investissent sur ces bâtiments-là, c'est d'avoir les décennales pour l'ensemble des rénovations, des réhabilitations qui ont été faites, d'avoir ils savent que tout a été revu. Donc souvent, moi, j'associe ces rénovations à de la construction, mais pour l'ancien. C'est-à-dire que l'idée, c'est de refaire un bâtiment à neuf, mais tout en conservant le charme de ce bâtiment et le côté patrimonial du bâtiment. C'est ça, et c'est ça qui fait vraiment la grande force de ce métier-là, et je trouve ça très cool. C'est quoi la proposition de valeur, aujourd'hui, chez Histoire et Patrimoine, du sourcing, pour nos clients, en fait, parce que nous, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, alors tu le disais très bien en introduction, notre métier, tu le connais bien, tu connais toutes les lois fiscales, etc. Mais aujourd'hui, en fait, en quoi, après c'est une question assez large, mais en quoi s'intègre en fait l'ensemble de ce que tu fais aujourd'hui dans le cadre d'une stratégie patrimoniale pour nos clients ? En fait, l'idée sur de la réhabilitation, comme nous on la travaille, c'est-à-dire que sur de la réhabilitation de bâtiments comme ça, on va travailler différentes lois de défiscalisation. Alors, pour les citer, c'est la loi monument historique, le Malraux et le déficit foncier. En fonction du bâtiment ou du secteur géographique, on va avoir l'une ou l'autre des lois qui vont venir sur un projet. Et pourquoi ça s'inscrit dans une démarche de gestion de patrimoine ? C'est que ces lois-là vont permettre de défiscaliser sur l'achat immobilier des clients. En gros, le fonctionnement, c'est je suis un client investisseur, j'achète un appartement dans un bâtiment, par exemple, classé monument historique. Donc là, c'est vraiment un bâtiment, ça peut être un château, ça peut être un ancien couvent qui est classé, qui est inscrit monument historique. Je vais être propriétaire de... C'est sympa.
c'est sympa. C'est classe. C'est pas le Pinel du coin de la rue, quoi. Enfin, non, on va être sur des bâtiments patrimoniaux avec une histoire qui vont avoir traversé pour certains plusieurs siècles. Donc on est vraiment sur déjà une acquisition forte au niveau patrimonial. Et puis en plus de ça, donc le client va être propriétaire de son appartement. Ça, j'insiste, c'est pas de l'acquisition, c'est pas de la pierre papier ou c'est pas propriétaire d'un bout du bâtiment. Oui, on parle pas de SCPI pour pas les nommer. Enfin voilà, c'est un vrai acte de propriété avec une vraie référence cadastrale. Le client est propriétaire de son logement. Bien sûr. Et puis derrière, nous, on va réhabiliter, donc comme on l'a dit, le bâtiment. Donc on va faire des travaux au niveau de la bâtisse, mais aussi du logement. Et ces travaux-là, donc une quote-part des bâtiments, enfin des travaux communs, et puis les travaux du logement vont pouvoir être déduits par le client soit sur ses revenus ou alors de son impôt. Okay. Ce qui fait qu'on va avoir une grosse défiscalisation qui va être générée par l'investissement et qui va permettre au client d'avoir investi à la fois dans un bien hyper patrimonial, voilà, un château, un couvent comme on le disait, ça peut être un ancien manoir ou ce genre de choses, et puis derrière en plus de pouvoir justement utiliser une partie de ses impôts pour pouvoir se constituer son patrimoine. Donc ça s'inscrit totalement dans une démarche de gestion de patrimoine et d'optimisation de ses impôts, constitution de patrimoine, voilà, ça peut aussi être objectif à la retraite pour avoir des revenus complémentaires. Enfin, ça peut venir répondre à plein d'objectifs que des clients qui sont suivis sur la gestion de patrimoine peuvent avoir. Soit on vient en diminution du revenu imposable, soit on vient en diminution du montant de l'impôt. Tout à fait. Aïe. Souvent, nos clients, on les embrouille, on diminue le revenu. Le meilleur moyen de ne pas payer d'impôt, c'est de ne pas avoir de revenus. Lol. Mais on diminue le revenu, ensuite on diminue le montant de l'impôt et éventuellement il y a du crédit d'impôt. Bon, le crédit d'impôt, ce n'est pas le sujet. Mais est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la différence entre diminution du revenu imposable et réduction d'impôt ? Par exemple, donc, sur l'une des lois que j'ai citées, la loi Malraux, là, dans le cadre de la loi Malraux, justement, on va être dans le cadre de la réduction d'impôt. C'est-à-dire qu'on va... Donc, on vient, une fois qu'on a liquidé nos revenus au barème, qu'on a identifié le montant de l'impôt, et là, on va gommer le montant de l'impôt. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ça va vraiment arriver à la fin de la feuille d'imposition, par exemple, là où on a notre montant d'impôt. Et l'idée sur un investissement Malraux, c'est qu'en fait, on va avoir une partie du montant des travaux qui va venir en réduction d'impôt. Donc généralement, c'est 30%. Voilà, en fonction des secteurs géographiques, ça peut être 22 ou 30%. Okay. C'est mieux que le Pinel ? C'est plus fort, ça peut être plus fort en effet en moyenne... 18, 16, ça a bougé, non ? Ça a pas mal bougé, je crois que c'est 14% on maintenant fait tellement pas sur le Pinel de 2024. Okay. Donc ouais, c'est... En gros, le Pinel, t'achètes du placo avec 14 ou 16% de réduc versus de la belle pierre à 30%. C'est ça, c'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Du coup, les travaux, en fait, vont venir se déduire du montant de l'impôt et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir défiscaliser sur 3-4 années de travaux en moyenne, voilà, son montant d'impôt. Alors, là, tu nous as dit, en gros, si je retiens tout, parce que c'est quand même technique. Après, nos auditeurs qui vont suivre, tu me dis tout à l'heure, la voiture, les avions, pour écouter les podcasts compliqués, on va essayer de les réveiller. Moi, le premier, je m'endors des fois quand j'écoute des podcasts. Là, on parle du montant des travaux. Oui. On parle pas des montants de l'acquisition. Le Pinel, c'était X%, honnêtement, je me rappelle plus, mais du montant de l'acquisition. Tout à fait. Là, tu nous parles du montant des travaux. Quid, en fait, ma question d'ailleurs, c'est la quote-part travaux. Oui. Parce qu'au final, si tu as 10% de travaux à 30%, c'est pas intéressant. On est d'accord. Ça se passe comment ? C'est quoi le concept ? Alors, généralement, sur des investissements comme ça, en moyenne, on va être aux alentours de 70% de travaux par rapport au montant total investi. Ah ok, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, on a une belle quote-part. Après, en fonction des secteurs géographiques ou des projets, bien sûr, la part travaux peut être un peu plus faible ou un peu plus haute. Voilà, on peut partir sur 70% en moyenne pour se donner une idée. Et puis après, on va dire qu'au minimum, on sera dans les 50% de quote-part travaux sur un projet. Et là, on va parler de... Allez, ici les Moulineaux par exemple, voilà, on va être au pied de Paris et donc on va avoir un foncier qui est très élevé. Enfin, un Malraux ici les Moulineaux, on va chercher un peu de valorisation. Quand même. Exactement, ça va être ça. Et puis derrière, sur des villes qui sont plus moyennes, sur lesquelles on va avoir des fonciers qui sont plus faibles au départ, on peut avoir des ratios travaux jusqu'à 90 voire 95%. Donc parfois, on peut avoir aussi des très très gros ratios travaux. Alors si on n'est pas trop mauvais en maths, 50% à 30%, 3 x 5, 15, 15% de réduction.
Ok. 70% en moyenne de travaux sur du Malraux, 3 x 7, 21, 21%. Ça reste quand même mieux que du Pinel. Là, tu me dis tu peux aller chercher du 90%. Donc en fait, ça reste quand même des trucs très cool. Exactement. En termes d'impact fiscal. C'est ça. En moyenne sur du Malraux, c'est ce qu'on peut se dire à la fin par rapport au montant total du projet. On va être entre 20 et 25% en moyenne de réduction d'impôts par rapport... Efficiente. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait, par rapport au montant global. Ok. Ça, c'est le Malraux. Donc, Malraux, ça vient diminuer, si on reprend un peu notre conversation, diminuer le montant de l'impôt. Tout à fait. Il y a deux sujets, tu nous as dit tout à l'heure, c'est le monument historique et le déficit foncier. Oui. Alors, c'est deux choses différentes. Oui. Ok. Mais là, on va attaquer le revenu imposable. Ouais. Okay. Quid, comment ça se passe chez vous? C'est quoi le fonctionnement? Alors, comme tu l'as dit, le déficit foncier et le monument historique, l'idée, c'est de venir travailler le revenu. C'est-à-dire que la meilleure façon, enfin en tout cas une des meilleures façons de venir optimiser son impôt, c'est de baisser ses revenus, voire de ne pas en avoir. C'est une bonne blague. Voilà. Donc, le meilleur moyen de ne pas payer d'impôt, c'est de ne pas avoir de revenus. Exactement. Et ça va être un peu l'idée, en fait, avec le monument historique et le déficit foncier. C'est de venir, en tout cas, si je parle du monument historique, l'idée, ça va être de venir gommer les revenus les plus imposés des clients. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de très simple. Ah oui, j'aime bien la simplicité. On fait ça. Surtout quand tu écoutes, en fait, c'est compliqué. Nous, on peut se permettre de poser une feuille, des calculs, etc. Tout à fait. L'auditeur, faisons simple. Allez, on va faire comme ça. En gros, j'investis sur mon bien immobilier. Donc, j'ai 200 000 € de revenus à l'année. On gagne déjà bien notre vie. Ouais, c'est cool. Et puis, je décide de mettre en face 200 000 € de travaux. 200 moins 200 égale 0. Voilà. Bon, jusque-là, ça va. J'ai fait quelques études, mais jusque-là, bon, au final, en CP, je pense qu'on a fait le soustraction. Et en fait, c'est ça la grosse force du monument historique, c'est que le montant des travaux de l'année viennent se déduire de notre revenu imposable. Attends, 200 000 € en une année, c'est pas donné à tout le monde, quand même. On est d'accord. Alors après, nous, en vrai... Quand on va avoir cette typologie de clients, l'idée, ça va plutôt être de venir gommer les revenus qui sont imposés sur de la tranche à 41, voire de la tranche à 30%. Parce qu'en effet, là, dans mon exemple, il n'est pas totalement cohérent puisque je viendrais gommer de la tranche à 0%, de la tranche à 11%. Tu viendrais annuler complètement les revenus. Tout à fait. Donc, on va le calibrer un petit peu différemment. Par exemple, les 200 000 € de travaux, je pourrais venir les appeler sur les 4 prochaines années et puis venir appeler 50 000 € chaque année de travaux. 4 fois 50 000. Exactement. Et du coup, à une tranche à 30, au lieu de déclarer 200 000 € de revenus, je déclare 150 000 €. Et ça va vraiment être ça l'idée sur du monument historique. Mais pourquoi je prends l'exemple de départ en disant j'ai 200 000 € de revenus, je fais 200 000 € de travaux et je vous mets à 0 au niveau de votre montant d'impôt, c'est de comprendre que sur le monument historique, on n'a aucun plafond. Et oui. C'est-à-dire qu'on peut déduire le montant des travaux, en gros, que l'on souhaite. On n'a pas de plafond. No limite. Tout à fait. Zéro. Ouais. Et donc... après, toutes les solutions qui viennent... Alors, soit tu as ce qu'on va appeler le plafonnement de niche fiscale, mais après, c'est quand tu viens diminuer le montant de l'impôt. Oui. Quand tu viens diminuer le montant des revenus, après, c'est souvent c'est limité. Typiquement, l'épargne retraite est aussi une solution qui vient diminuer le montant des revenus. C'est limité à ses propres plafonds. Oui. Le déficit foncier, ça vient limiter aussi le montant de ses revenus, mais c'est limité à ses propres plafonds. Et là, tu me dis zéro... Pas de plafond. Dingue. C'est ça. Et on est hors plafonnement des niches fiscales. Ah oui. Donc, en fait, après, une fois qu'on a liquidé ça, on peut en plus faire des solutions qui viennent réduire l'impôt. On peut très bien avoir des solutions à côté qui rentrent dans le plafond des niches fiscales. Type Girardin industriel, tout à fait. Pinel, aide ménagère, toutes ces solutions-là à côté qui peuvent venir réduire aussi le montant de l'impôt. Donc en fait, ça vient pas du tout en contradiction, en opposition avec ces investissements-là, mais au contraire, ça vient plutôt en complément de cette stratégie patrimoniale. Et c'est au-dessus en fait. Oui. C'est en premier. Tout le premier truc qu'on gomme, c'est les revenus. Ouais. Une fois que tu as gommé les revenus, pim, tu as le montant de ton impôt. Après, tu peux encore gommer le montant de ton impôt. Exactement. En fait, on peut faire des choses très cool. Et sur le déficit foncier, on va être sur le même principe dans le sens où on va venir, encore une fois, impacter les travaux. Sauf que là, au lieu de l'impacter sur le revenu global, sur le revenu imposable de nos clients, ça va s'impacter sur les revenus locatifs, les revenus fonciers. Donc là, le montant des travaux va venir se déduire des revenus fonciers. Et ce qui n'a pas été utilisé, parce qu'on va peut-être pas gommer tous les revenus fonciers sur une année, ou alors on commence à avoir des gros revenus fonciers.
Ça arrive. Mais ça arrive de temps en temps. Puis après, bon bref, je te laisse finir, mais tu as quand même les prélèvements sociaux qui viennent quand tu fais du revenu foncier. Il n'y a rien de pire, en fait. C'est les revenus les plus imposés en France. Tu prends 30%, imaginons par rapport à ce que tu veux me dire, 30% de TMI, plus 17 de prélèvements sociaux, pas très fort en maths, mais ça fait 47,2. Imagine, tu es à 41 de TMI, plus 17 de prélèvements sociaux, on laisse faire le calcul, mais tu te retrouves facilement à 50 et des poussières. Donc en fait, c'est les revenus les plus taxés. C'est très facile de se retrouver sur les revenus fonciers à avoir 50% en impôts. Je caricature mon propos, mais c'est ça. Donc si on arrive à les gommer, en fait, on va gommer les prélèvements sociaux. Exactement. Un des impôts les pires à gommer, c'est les prélèvements sociaux. On ne peut jamais les gommer, en fait. C'est ça. Et il y a quasiment qu'avec cette solution-là de déficit foncier qu'on peut venir chercher, justement, en plus de l'impôt sur le revenu, on peut gommer les prélèvements sociaux au passage. Et c'est la grande force de ce dispositif quand on a des revenus fonciers importants, c'est que justement, on va pouvoir, on va dire, au lieu de gommer 30% d'impôts sur un client qui aurait une TMI à 30, mais on va pouvoir gommer 47,2, puisqu'on va gommer au passage les prélèvements sociaux. Et donc, sur un client, ne serait-ce que sur une TMI à 30, on va pouvoir, il va avoir quasiment 50% de ses revenus fonciers qui vont partir en impôts, ce qu'on disait. Et l'idée, c'est de venir justement contrecarrer ça, entre guillemets, avec l'investissement en déficit foncier et lui permettre de pouvoir récupérer tout cet ce revenu locatif et de ne pas sortir justement tout cet argent en impôts à côté. Donc voilà, c'est la grande force. Donc sur le déficit foncier, on va avoir les travaux qui viennent se déduire du revenu foncier. Et puis ce qui n'a pas été utilisé vient en enveloppe de déficit foncier reportable et du coup peut se reporter pendant 10 ans. Ok. Donc quand même un beau panel de solutions. Mais c'est vrai que nous on le maîtrise, on connaît les concepts et on voit comment ça s'adapte à une situation, mais ça reste technique. C'est une solution beaucoup plus technique qu'un investissement au Pinel où tu investis 100, tu as X%, alors permettez-moi un truc, ok 12, 14, 16, 18, peu importe, mais de ton montant, point. Tout à fait. Là, entre guillemets, le calcul il est simple à faire, etc. Là, on commence à voir qu'on rentre en fait dans de l'ingénierie. Tu te dis, ok, alors bon, ton monument historique, tu as X% de travaux, mais tu as ta tranche marginale, donc ça te donne, etc. J'ai fait un calcul, toute cote mal taillée, pendant qu'on discutait. Tu me dis 200 000 euros de travaux, ok, 50 000 euros par an. Sur 4 ans, ok, imagine tu as une TMI à 41, en fait tu fais 200 000 euros de travaux à 41, on va simplifier la vie, mais en gros ça fait 80 000 euros de réduction d'impôt. Ça c'est quand même cool. Mais on est dans du concept plus subtil, beaucoup plus subtil que ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours sur de la réduction d'impôt. Et ça c'est quand même la grande force derrière de ce type de solution. Tout à fait, c'est pour ça, comme on le disait, et c'est ce que j'appréciais moi quand je suis rentrée chez Histoire et Patrimoine, c'est justement d'avoir des solutions qui sont vraiment des solutions de gestion de patrimoine, qui sont des solutions presque sur mesure, parce qu'en fonction du profil du client, de ses objectifs, de ce qu'il va vouloir faire, de son patrimoine, de ses revenus, on va l'orienter vers du déficit, ou peut-être vers du Malraux, peut-être vers du monument historique, mais on va pas orienter tous les clients vers les mêmes dispositifs. Ça va vraiment être du sur-mesure. Et puis, en plus de ça, une fois qu'on l'a orienté vers un dispositif, derrière, peut-être qu'on ne va pas l'orienter sur tous les projets, mais on va peut-être aller chercher un projet avec plus de ratio travaux pour un client et un autre, peut-être un secteur plus patrimonial, comme on disait, à proximité de Paris, parce que lui, il va préférer avoir un investissement sur un secteur sur lequel on a déjà un marché immobilier qui est très fort et ça va plutôt être ça qui va lui correspondre. Donc derrière, on va encore réadapter le choix des projets, des programmes et des propositions pour chaque client. Tu me lances une perche. En même temps, tu nous dis tel client, on pourrait l'orienter vers peut-être un peu moins de travaux, peut-être un peu plus existant, un autre client peut-être avec un peu plus de travaux, etc. Aujourd'hui, c'est quoi la typologie de l'offre chez Histoire et Patrimoine ? L'offre, elle est assez large parce qu'on a la plus grosse offre du marché au niveau d'Histoire et Patrimoine. Je parle du marché de la réhabilitation. En moyenne, à l'heure actuelle, on tourne entre 1000 et 1500 logements en stock à l'année. Voilà, pour se donner une idée. Sachant qu'on parle d'un marché, alors il a augmenté, on a quand même de plus en plus d'acteurs qui se tournent vers la réhabilitation. Donc, on parle d'un marché à 8-10 000 logements au niveau national, tout promoteur confondu.
Sur la rénovation. Sur la rénovation, hein, je ne parle pas du tout de la Oui, promotion bien sûr. immobilière. Les chiffres sont beaucoup plus importants sur de la construction. Donc, on parle d'un marché de niche, mais qui est un marché qui est quand même en pleine expansion par rapport à ce qu'on a dit juste avant, hein, la loi climat, la rénovation des centres-villes. Enfin, c'est vraiment des volontés de l'État de venir rénover le patrimoine existant. Et donc, on a une très belle offre, ce qui nous permet justement de pouvoir varier nos typologies d'investisseurs aussi sur nos projets. C'est-à-dire qu'on va avoir des logements qui vont commencer à moins de 200 000 € sur de l'investissement monument historique. Okay. Voilà, donc on a une belle offre d'entrée déjà en termes de, c'est de une prix. belle offre d'entrée de gamme, hein, parce que du MH, du monument historique pour 200 000 €, c'est cool. Tout à fait. Il y en a pas tant que ça sur le marché. On a un panier moyen qui généralement se situe aux alentours des 350 000 €, en gros entre 300 et 400 000 €. Okay. Voilà, on est sur des beaux projets, mais on reste sur de l'investissement locatif. On n'est pas forcément... On va tordre le cou un peu aux idées reçues. Les clients qui investissent chez nous, il n'y en a pas tant que ça qui viennent chercher des investissements à 1 million d'euros. L'idée, c'est de faire des projets d'investissement locatif avec une défiscalisation et voire de réinvestir, notamment plutôt de diversifier leurs investissements en faisant d'autres projets par la suite une fois le dispositif terminé. Et puis par contre, en effet, on peut avoir, ça pour terminer sur la partie F, on peut avoir quelques logements, voilà, on peut monter jusqu'à 1 million d'euros en gros sur les logements sur le stock. Mais je tiens quand même à préciser, voilà, l'entrée de gamme, elle commence à partir de un peu moins de 200 000 € sur les projets, avec un panier moyen aux alentours de 350 000 € quoi, sur les investissements. Donc vous démarrez potentiellement un peu bas, mais c'est bien. Et pour finir haut, c'est quoi votre cœur de cible, votre clientèle type? Parce qu'au final, nous, on connaît notre clientèle. Mais effectivement, nous, on a un métier très large, on propose plein de solutions. L'immobilier de réhabilitation, comme tu aimes le dire, ça reste quand même assez, tu l'as dit très bien, un marché de niche. Même nous, on ne le propose pas à tous nos clients parce qu'il faut le volume de revenus qui va bien, etc. Aujourd'hui, votre clientèle cible, c'est quoi? Alors, ça va dépendre des dispositifs, ça va changer un petit peu en fonction, comme on l'a vu, du monument historique, du Malraux et du déficit foncier. D'ailleurs, c'est quoi ce que vous faites le plus? Alors justement, c'est ce que j'allais dire, le dispositif qu'on fait le plus, c'est le monument historique. Clairement, on est leader du marché monument historique. On n'est pas beaucoup d'acteurs à le faire parce que c'est vraiment très spécifique. On a beaucoup de spécificités sur ces projets-là, hein, puisqu'on a les architectes des bâtiments de France, on a la DRAC, donc l'État qui supervise ces chantiers. Donc ça, c'est notre cœur de métier, hein, le monument historique, et donc c'est aussi notre cœur de cible au niveau des clients. Et un client type sur du monument historique, c'est un client qui va avoir une TMI à partir de 41%. Donc plutôt déjà. Voilà, donc c'est plutôt des clients qui sont plus ou un chef d'entreprise des cadres, ou un TNS, une profession libérale qui gagne mieux sa vie. Tout à fait, c'est typiquement ça, chef d'entreprise, profession libérale, cadre, voilà, avec des bons revenus. Et là, on va avoir deux typologies d'investisseurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui vont avoir des revenus récurrents, comme on l'a dit, et qui vont chercher des solutions de monuments historiques pour ça. Et puis on va aussi avoir, on parlait des chefs d'entreprise, et c'est super, ça me permet de rebondir du coup sur ce sujet-là, parce que sur du monument historique, on peut aussi venir travailler, par exemple, des plus-values de cession imposables à l'impôt sur le revenu, des grosses sorties de dividendes, des gains d'acquisition, d'actions gratuites, enfin plein de choses qui rentrent en fait dans le revenu imposable. Des grosses primes imposables, on en a eu beaucoup, par exemple, sur des cadres qui travaillaient dans des laboratoires à la sortie du Covid, qu'on fait des investissements en projet monument historique parce que pendant 2-3 ans, ils savaient qu'ils allaient avoir des grosses primes imposables. Et typiquement, on a eu ces clients-là sur ces moments-là. Et c'est quasiment du 50-50 entre on va dire, de l'investissement un peu exceptionnel par rapport, en tout cas, à des revenus exceptionnels, et puis des clients avec des revenus récurrents qui vont vouloir travailler et se constituer du patrimoine sur du monument historique. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, le monument historique, c'est que ça reste quand même pour écrêter un petit peu les revenus, ou alors une certaine typologie de clientèle, mais très clair. Là, comme ça, pour nos auditeurs, si tu veux cibler, entre guillemets, un petit peu tes fiscalités, entre guillemets, monument historique, Malraux, déficit foncier, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs pour qu'ils s'y retrouvent en fait, pour se dire tout simplement, ok, moi je suis comme ça, ça serait plus intéressant de faire ça, moi je suis comme ça, plus intéressant de faire ça.
On va dire que généralement, le Malraux, ça va être pour moi le premier investissement sur soit des cadres qui gagnent bien leur vie ou des chefs d'entreprise et des professions libérales qui vont débuter leur activité. Donc, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des revenus qui vont être amenés à croître sur leurs activités. Et généralement, ils vont commencer par un investissement Malraux. Voilà, on va plutôt être dans cette cible-là de départ. Je dirais que le monument historique va arriver plutôt dans un second temps, on va dire dans une deuxième partie de sa carrière, quand on a une activité un petit peu plus stable au niveau de ses revenus, on a une activité qui est mature sur la profession libérale ou ce genre de choses. Et là, on va arriver plutôt dans une solution monument historique à ce moment-là, ou alors pour une session d'activité, comme on le disait, avec des ventes d'entreprise ou des fins de carrière avec des grosses primes imposables. Et puis, pour le côté déficit foncier, là, ça va être un petit peu différent parce que pour le coup, on va s'adresser à des clients qui sont déjà investisseurs, qui ont déjà pas mal de biens. C'est ça, tout à fait. Donc là, on peut avoir différentes typologies. Ça peut être soit des personnes plutôt à la retraite qui se sont déjà constitué un beau patrimoine immobilier et puis qui commencent à plus avoir beaucoup de charges et donc avoir une fiscalité qui est de plus en plus forte. Mais on peut aussi voir, ça peut être des personnes aussi qui héritent, même chose, d'un beau patrimoine immobilier. Voilà, on a parfois ces sujets-là et quand on hérite d'un patrimoine, on a souvent très peu de charges en face et quand on l'a pas anticipé, après il peut y avoir des revenus, mais on subit quand même la pression fiscale. La fiscalité sur les revenus fonciers, comme on l'a vu, elle est importante et voilà, ça peut être aussi des solutions pour ces clients-là. Donc sur le déficit foncier, c'est un petit peu plus large, mais on va venir en effet s'adresser à des personnes qui ont déjà des investissements, on va dire à partir de 12-15 000 euros de bénéfices fonciers imposables. Voilà, on va pouvoir commencer à avoir des solutions concrètes à mettre en face sur des projets. Ok, donc en fait, là, tu as anticipé une de mes questions. Parfait. Est-ce qu'il faut avoir du revenu foncier pour faire du déficit foncier ? Oui, quand même. C'est mieux. Oui. Ok. Oui. On a, comme je disais, on a quand même des cotes par travaux qui sont assez importantes sur nos projets. En moyenne, 70-75% de travaux. Et une personne qui n'aurait pas de revenus fonciers, honnêtement, il va en perdre une partie. Il va perdre une grosse part des travaux et donc le projet ne sera pas intéressant. Ok. Bah, écoute, très clair. Merci pour ce petit focus sur l'ensemble des lois de déficit qui existent. Alors, c'est vrai que souvent, on a quand même des objections tout à fait. dans notre métier, enfin, les clients qu'on voit, mais l'immobilier en fait partie. Ah oui, mais j'achète trop cher, les montants des travaux, ils sont astronomiques, mais si je faisais le truc tout seul, moi, ça serait mieux, etc. Bref, tu vois un peu qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs qui penseraient ça, ou en tout cas qui iraient jusqu'à se dire aujourd'hui, quand on pose les chiffres, finalement, c'est un investissement qui paraît pas si dingue que ça. Alors en effet, c'est une objection qui revient de temps en temps sur nos investissements. Déjà, ce qu'on a tendance à faire, en tout cas, c'est de comparer ce marché-là, ce marché de la réhabilitation, ce marché des monuments historiques ou du Malraux, à l'immobilier ancien classique. Quand je dis l'immobilier ancien classique, je parle de la maison ou de l'immeuble années 80 à côté. Et ça, c'est la première erreur. Parce que comme je l'ai dit, quand on parle de réhabilitation, on va être sur un bâtiment qu'on va venir refaire entièrement à neuf. On ne parle pas d'un seul logement, on parle d'un immeuble. Exactement. Et souvent, quand on compare par rapport à cet immobilier-là ancien, on intègre rarement les travaux et encore moins des travaux de copropriété. C'est-à-dire que quand on achète notre projet, notre appartement, si on achetait un appartement sur un immeuble ancien, classique, sur lequel on va venir comparer justement peut-être avec notre projet à côté, on va pas forcément intégrer à 10 ou 15 ans des travaux de ravalement de façade, des travaux de toiture, on n'y pense pas forcément. Et pourtant, quand on vient comparer ces deux marchés, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de sens de comparer notre investissement en réhabilitation avec de l'immobilier ancien si derrière on n'intègre pas une part de travaux, de remise justement en état de l'appartement pour répondre aux normes énergétiques et puis derrière aussi une remise à un moment donné en état de l'immeuble en copropriété.
Oui. Ça, c'est un premier point qu'on oublie beaucoup. Et puis, il y a une autre chose. On parle de bâtiments hyper patrimonial, on va parler de bâtiments qui sont classés, de bâtiments qui sont en secteur sauvegardé. On sait ce qui donne de la valeur à ces bâtiments-là aussi, c'est leur histoire, c'est leur cachet. On l'a très bien vu dans certaines villes avec des secteurs Malraux. Je vais prendre l'exemple de Bordeaux, que je connais bien. Parfait. On parlera de projet à Toulouse tout à l'heure. Et typiquement, c'est une ville qui a pris énormément de valeur au niveau de l'immobilier, notamment dans son centre-ville, en quelques années. Alors, il y a eu l'impact de la SGV, et ça, faut le prendre en compte, mais il y a aussi un impact sur le centre-ville de la rénovation qui a été faite grâce justement à ce secteur Malraux qui a poussé les investisseurs, les propriétaires à rénover leurs biens, et c'est ce qui fait aujourd'hui que la ville, elle est devenue aussi attrayante, qu'elle est devenue, que les touristes ont envie de venir sur cette ville-là, et derrière, c'est un cercle hyper vertueux. Et c'est ça qui donne du sens aussi à ces investissements patrimoniaux et qui va donner aussi une valeur supplémentaire au bien. Mais ça a un coût. Ça a un coût parce qu'on va faire appel à des tailleurs de pierre, parfois à des compagnons du devoir pour venir faire une réhabilitation sur, par exemple, sur une toiture spécifique. Voilà. Donc, c'est des coûts sur lesquels on ne fait pas d'économie d'échelle. Voilà. Et ça, c'est forcément quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on investit sur du bâtiment monument historique ou sur du Malraux. Derrière, c'est aussi pour ça que l'État a mis en place une défiscalisation importante pour permettre aux clients d'avoir un prix de revient qui soit cohérent sur leur investissement. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut regarder en fait. Quand on investit sur du monument historique, sur du Malraux, sur du déficit foncier, il y a notre prix d'acquisition sur le projet, mais il y a aussi notre prix de revient. Et il faut regarder si au niveau du prix de revient, le client s'y retrouve et si c'est cohérent par rapport justement au reste du marché à côté. Et c'est là où il va savoir s'il fait un bon investissement sur son projet ou si si le projet n'est pas adapté par rapport à sa situation. Merci pour ce point-là. Après, c'est vrai qu'on a d'autres types d'objections, typiquement sur la rentabilité locative, où on peut se dire, au final, si on met en perspective l'acquisition, les travaux, tout ce qu'on a décaissé, en fait, on se dit, la rentabilité locative, finalement, on est à quoi 2,5, 3 En moyenne, on va être sur 2 à 3% de rentabilité locative, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, à nos auditeurs qui trouvent que la renta de ce type d'investissement n'est pas dingue ? Alors, généralement, en fait, les clients qui vont venir sur ce type de projet, c'est vrai qu'ils ne viennent pas forcément pour une grosse rentabilité. Pour le coup, il y a d'autres projets, je pense, qui ont plus de sens pour aller chercher vraiment une grosse rentabilité si c'est ce qu'on recherche comme objectif premier. Là, moi, le profil des investisseurs que je rencontre, c'est plutôt des investisseurs qui veulent se constituer du patrimoine haut de gamme. Oui, parce que clairement, c'est le positionnement. On va vraiment chercher la belle pierre, du patrimoine de gamme qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Exactement, avec un objectif de transmission. J'ai beaucoup ça aussi, c'est-à-dire que, voilà. C'est vrai que quand on achète un Pinel, l'idée de transmettre aux enfants, on y pense moins. Quand on achète du MH ou du Malraux, on se dit quand même, c'est un bien qu'on peut imaginer garder dans le patrimoine familial, qui est un peu transgénérationnel, etc. Donc on a notre gamberge, en fait. Exactement, c'est souvent des bâtiments, des appartements, surtout quand on voit les livraisons après, que les clients l'effet waouh. Voilà, l'effet waouh, mais il existe, il est vrai. Et c'est vrai que c'est ce type d'appartement-là qu'on a envie de transmettre derrière à nos enfants, qu'on a envie de conserver dans son patrimoine. Donc je dirais que c'est plutôt un investissement pour du patrimonial, pour faire du beau patrimonial, avec soit à terme un objectif de transmission, de revenus complémentaires. Ça va pas être c'est pas un investissement où on viendra chercher de la grosse rentabilité, ça c'est vrai. Et il faut en avoir conscience au départ. Il y a d'autres avantages, il y a la défiscalisation, le côté patrimonial. C'est pas l'idée même des investisseurs quand ils viennent sur ces projets-là. Oui, puis après c'est aussi une absence de dépréciation, parce que c'est vrai que quand on achète du neuf, même nous les premiers, quand nos clients achètent du neuf, on dit à la revente, honnêtement, si on est objectif, moins 10, moins 15, moins 20, on achète le neuf est toujours plus cher. Alors là, c'est de l'ancien rénové, donc on sait qu'il y a quand même la cote par travaux, mais ça reste des emplacements qui font sens, ça reste une belle valorisation, donc oui, ça s'intègre dans le cadre d'une vraie stratégie patrimoniale globale. Tout à fait. Du coup, chez Histoire et Patrimoine, vous sélectionnez comment les emplacements c'est quoi en fait la caractéristique ? Parce que c'est vrai que quand on regarde, tout à l'heure tu me parlais d'Issy-les-Moulineaux, mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt des villes un petit peu secondaires, entre guillemets, et donc
qui sélectionne, comment vous sélectionnez, c'est quoi un peu comment ça fonctionne en fait? Alors là-dessus, ça va vraiment dépendre des projets. On a un comité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos programmes sont, avant de sortir en commercialisation, sont d'abord validés en comité. Donc, on va avoir un comité de direction qui va avoir à la fois notre directeur commercial, il y aura le directeur du développement. Enfin, voilà, chacun se réunit pour pouvoir présenter le projet, voir les forces, les faiblesses de la ville, du bassin économique, du marché locatif, de la partie travaux aussi, puisque comme on l'a vu, on a des gros coûts travaux et il y a tout un côté technique en amont à valider pour voir si le projet est viable ou pas. Donc, on a beaucoup de projets qui sont regardés, il y en a très peu qui arrivent finalement en commercialisation. C'est quoi à peu près la proportion? Je dirais que là-dessus, le développement serait mieux placé pour en parler. Mais par expérience sur le secteur, on doit avoir peut-être 4-5 projets validés en comité sur une région. C'est un premier comité, sur des choses comme ça, par année. Donc, ça reste quand même une proportion assez faible par région, parce que l'idée, c'est que ça puisse répondre justement à tous les critères. Donc, les critères sur lesquels on va être vigilant, ça va être, comme je vous disais, le côté travaux, le côté bâtiment, est-ce que ça a du sens, mais aussi le marché locatif de la ville. D'accord. On parlait de ça, on est sur un investissement locatif, on doit louer notre bien, donc il faut que le marché locatif soit cohérent, puisse absorber par exemple le nombre de logements sur lequel on souhaite aller, qu'il y ait cette demande locative, que ça ait du sens à ce niveau-là. Okay. Le bassin économique, qu'est-ce qui se passe sur la ville, quelle est la dynamique, etc. Et puis après, en fonction des dispositifs, on va être plus sur des villes plus ou moins importantes. Je prends l'exemple du Malraux. Le Malraux, on va forcément être sur des centres-villes de grandes ou de moyennes villes. Quand je dis de grandes ou de moyennes villes, c'est que par exemple, grande ville, on va avoir du Bordeaux, du Nantes, du Strasbourg. Ça va être les grandes villes sur lesquelles on peut être amené à travailler, sur lesquelles on a des projets. On peut aussi avoir des villes de taille un peu plus moyenne. Ça peut être Pau, ça peut être Poitiers, ça peut être Avignon. Ça typiquement, ça peut être des villes un peu plus moyennes, mais toujours en centre-ville. Après, sur le bâtiment monument historique, là en effet, on n'est pas forcément toujours sur de l'hyper-centre-ville des grandes villes, parce que c'est pas évident à en trouver. On a quelques projets quand même, je pense à notre programme de Clermont-Ferrand en monument historique. Là on est placé en hyper-centre-ville par exemple, mais après c'est vrai qu'on peut être parfois amené sur des villes un peu plus moyennes sur d'autres projets, et nous c'est là aussi notre plus-value, c'est d'expliquer justement pourquoi on va sur cette ville-là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a validé ce projet. Je pense qu'on a un projet qui est sorti cette année sur Hayange, à proximité du Luxembourg, par exemple. Je ne connais pas. Voilà. C'est la première fois que j'entends ce nom. Et c'est là aussi, donc en effet, de prime abord, quand on dit Hayange, on voit pas forcément où c'est. Par contre, quand on dit on va faire un investissement à moins de 30 minutes du Luxembourg avec le bus qui passe juste devant, là ça commence à prendre du sens. Tout de suite, tu t'éveilles un peu l'oreille, tu dis finalement je vais regarder. Exactement. Ouais, c'est sûr. Et donc c'est là aussi où nous on fait ce travail-là en amont, en tout cas notre comité de direction fait ce travail-là en amont de sélectionner tel ou tel projet. Il y a plein de projets qu'on ne sélectionne pas parce que soit on a le bassin économique qui ne convient pas à côté, on a un marché locatif qui est trop faible, ou au niveau des travaux, ça paraît pas cohérent pour derrière avoir un projet qui soit viable. Marché viable, pas viable, c'est quoi ta vision du marché de l'immobilier en 2024, parce que c'est un marché qui était quand même un peu chahuté en 2023. Question de taux d'intérêt, question de pas mal de choses. Est-ce qu'en 2024 ça repart? Si oui, comment? C'est quoi un peu toi, ta vision ou la vision d'Histoire et Patrimoine? Nous, il y avait un tableau qu'on a ressorti de l'INSEE, qu'on a bien aimé évoquer sur ces derniers mois, que ce soit en présentation avec des clients ou lors d'événements, parce que c'est des chiffres très concrets en fait sur la résilience du marché immobilier en France. Ce tableau-là, pour le résumer, il indiquait qu'en fait les prix de l'immobilier doublaient tous les 25 ans en France. Voilà, et ça, c'est des chiffres qui étaient sortis sur les 50 dernières années. Clairement.
Alors après, on peut dire, en effet, c'est les chiffres du passé, etc. On est d'accord, hein, mais déjà, ça montre une certaine force du marché immobilier et surtout que de l'immobilier sur du long terme, ça a du sens et ça prend de la valeur. Donc c'était déjà un premier point qui est important à mettre en exergue, je trouve. Surtout sur des projets comme ça, on l'a dit, on va plutôt partir sur des projets patrimoniaux, plutôt sur du long terme, avec voire de la transmission. Et donc c'est là où ça prend aussi tout son sens, justement, de voir l'évolution du marché sur la durée. Et puis l'idée, c'était aussi de regarder qu'est-ce qu'on nous annonce sur les prochaines années. Ce qu'on nous annonce, on en a parlé déjà pas mal, mais la loi climat avec la sortie de quasiment 5 millions de logements du parc locatif, pour les lettres les plus, les moins bien classées. Donc voilà, ça c'était vraiment sur les 10 prochaines années. Et puis en plus de ça, on a un secteur de la construction qui a quand même été mis quasiment à l'arrêt avec les 2 dernières années. Et sur lequel... Ça repart un peu ? Alors là, c'est en train de repartir. Alors c'est très récent, on commence à voir les premiers chiffres qui sortent justement des études où on a des prix qui sont en train de repartir à la hausse, tout simplement parce qu'on a des promoteurs qui ont fini d'écouler leur stock restant, qui ont retravaillé leur offre. Et puis on a un coût des matériaux qui baisse pas, on a des normes énergétiques qui sont quand même de plus en plus importantes. Et surtout, on a un marché qui est, en tout cas, on a aussi un financement qui est en train de se normalise un peu, en tout cas de se libérer un peu. On a des taux qui sont redescendus, donc on a les investisseurs qui reprennent leurs projets tout simplement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la demande de logement, elle est toujours là. Et qu'on est toujours sur un marché déficitaire en logement en France. Et donc, il n'y a pas de secret. À un moment donné, quand on a plus de demandes que d'offres, il faut bien... On a forcément un marché qui continue à augmenter. Donc voilà, dans l'avenir plutôt positif sur une vision moyen-long terme, parce que on a un marché qui est déficitaire en offre en logement, on sait qu'on n'a pas assez, on construit pas assez de logements à l'heure actuelle, et en plus là on a un peu réduit les voiles au niveau de la promotion, donc la réhabilitation fait forcément partie de la solution aussi, et on va avoir un besoin, et là j'ai même envie de dire Jacques Herman, notre directeur général chez Altarea, on parle même mieux que nous, mais il y a une bombe sociétale qui est en train d'arriver parce qu'on va avoir un besoin locatif énorme, et avec entre la loi climat et le fait qu'on construise pas assez, on va avoir un besoin de logement hyper important. Donc je trouve que ça a du sens de continuer à investir dans l'immobilier, et je crois que la meilleure... C'est l'ancien. Non, je dirais que la meilleure preuve là-dessus, c'est que les clients monuments historiques, notamment, donc les clients qui avaient le plus de revenus l'année dernière, qui pouvaient en effet continuer à investir et qui n'ont pas été trop impactés par ce côté financier, et ils étaient présents, ils ont continué à investir. On a même augmenté, nous, notre part sur ces clients-là. Et donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose sur le marché immobilier qui est important pour les Français. Ça reste le placement préféré des Français. Ça, c'est clair. Et c'est une part importante du patrimoine de nos clients, donc il faut l'avoir en tête. Ouais, 100%. Et c'est vrai que le virage politique, parce qu'après, sans faire de politique, mais on n'a pas forcément un gouvernement qui soit pro-immobilier comme ça a pu être le cas sur différentes années. Enfin, là, typiquement, la construction nouvelle avec le Pinel qui s'arrête fin 2024, et il n'y a rien dans les tuyaux pour avoir autre chose aujourd'hui, fait un petit peu la part belle à la rénovation, à l'ancien. Donc, en fait, vous avez 100%... un boulevard, en fait. Tout à fait. Clairement, c'est ça. Voilà, que ce soit... D'ailleurs, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais Pinel optimisé au déficit foncier, vous faites aussi, un peu. Oui, alors tout à fait, c'est une solution qu'on a aussi. Alors, on l'a un peu moins évoqué parce qu'il y a moins de projets. Oui, ça reste plus... c'est quand même ciblé. Ça reste pas le même type de clientèle. Clairement, du monument historique, on a compris que c'est une clientèle haut de gamme, clairement. Mais oui, il y a peut-être un truc à aller chercher, là. Mais tout à fait, en fait, on a la possibilité de pouvoir, sur certains projets, sur lesquels, alors généralement c'est des projets de déficit foncier, voilà, qui sont sur des zones Pinel, et sur lesquels, pour rentrer un petit peu dans la technique, mais on va avoir une part de travaux qui vont pas être éligibles au déficit foncier.
D'accord. Et donc, pour éviter, on va dire, de perdre, fiscalement parlant, hein, parce que les travaux seront faits quand même, je vous rassure, mais pour éviter de perdre fiscalement cette partie de travaux, ce qu'on appelle des travaux non déductibles, on peut du coup intégrer aussi un dispositif Pinel. D'accord. En plus du dispositif déficit foncier, donc là on a quasiment... Un coup double, quoi. C'est ça, on a une double optimisation fiscale, à la fois sur de la déduction de revenus, sur de la réduction d'impôts, enfin là on fait vraiment un combo. C'est cool. Et c'est ça, c'est super. Top. Et donc on vient vraiment tout chercher, donc c'est des super opérations, c'est des beaux projets. Là c'est rare quand même. On n'a pas beaucoup de projets éligibles, voilà, généralement c'est 3 ou 4 projets par an. Donc voilà, pour se donner prêt, une idée, donc on va dire qu'il faut être ouvert en termes de localisation. Oui, aussi. Mais en tout cas, c'est des beaux investissements et fiscalement parlant, c'est des choses qui tournent très très bien aussi, tout à fait. Merci pour ce partage, Ludivine. Imagine, on a un auditeur qui souhaite se lancer un petit peu dans l'investissement immobilier pour la première fois. Tu pourrais lui donner quoi comme conseil ? C'est une bonne idée. C'est une bonne question en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil ? De se rapprocher d'un CGP. Tout à fait. Oui, c'est important. En tout cas, il y a plein de sortes d'investissements immobiliers. Il y a plein de différences, on l'a dit. Alors, rien que là, on a dû évoquer peut-être 5 lois différentes. 5 leviers fiscaux. Il y a plein de choses. On peut avoir des très bonnes solutions. Si on n'a pas le profil qui va avec en face, ça peut devenir une très mauvaise solution. Et donc, se faire bien accompagner dans l'immobilier, en tout cas pour des investissements en défiscalisation, je trouve que c'est très important pour que ça puisse répondre aux objectifs. Et notamment, je le vois sur nos fiscalités, nous l'idée c'est de vraiment mettre le dispositif et le projet le plus cohérent en face du client parce que on parlait de prix de revient, c'est important sur ces projets-là. Et donc, si on calibre mal le projet, ou en tout cas on oriente mal le client, derrière son prix de revient, il va forcément pas être bon. En tout cas, il va être plus haut que ce qu'il aurait pu peut-être avoir avec un autre projet. Et donc, son investissement ne sera pas optimisé. Donc oui, c'est important de se faire bien accompagner parce qu'on peut avoir la meilleure des solutions possible si on n'a pas le bon entre guillemets, si on n'a pas le profil qui va en face, on peut faire un très mauvais investissement. Est-ce que tu as eu un sujet qui t'a marqué particulièrement dans ta carrière professionnelle, une expérience marquante où tu t'es dit c'est vraiment un truc qui m'a un peu structuré, positif ou négatif d'ailleurs, il n'y a pas de dans l'immobilier, en tout cas dans ta vie de tous les jours professionnelle? Sur la partie immobilier chez Star et Patrimoine, j'ai totalement redécouvert le marché immobilier et notamment le côté barrière. C'est-à-dire que... et là, je peux parler peut-être que ce soit client ou partenaire, mais aussi nous-mêmes dans nos propres métiers. Parfois, à force, on a tendance à se mettre des barrières tout seul en se disant non, je proposerai pas ce projet-là parce que finalement, je suis pas convaincue, c'est pas pour mon client. Voilà, à se mettre une barrière toute seule. Et puis alors, notamment sur du monument historique ou sur des projets comme ça, qui sont des projets hyper particuliers, ça m'a porté défaut au départ, parfois de vouloir me dire... T'avais des a priori. Ouais, ce client-là, je vais pas lui proposer ça, faut forcément que je l'oriente sur ce château. Et puis finalement, en arrivant sur le rendez-vous, je me suis rendu compte que non, ce qu'il lui fallait, c'était la solution à 98%, c'est ce qu'il attendait, à 90% ou des choses comme ça. Et qu'en fait, il fallait de l'hyperfiscal et que c'était pas du tout du patrimonial. Et c'est vrai que sur ce marché-là, d'autant plus, parfois, en tout cas au départ, il a fallu que j'apprenne à recasser mes barrières, mes a priori là-dessus. Et je sais que je suis passée, il y a un programme qui m'avait marqué où j'étais là, bon, ouais, ok, ce projet-là, bon, pas plus que ça, quoi. Et puis, j'ai regardé 3 mois après, donc il y avait quasiment une centaine de lots. J'ai regardé 3 mois après, le programme était plié. Et là, je me suis dit... Merde, pourquoi je suis passé à côté ? Je suis passée à côté de quelque chose, quoi. Il y a un truc qui m'a échappé, je comprends. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, comment fonctionnait le marché immobilier
sur la réhabilitation et notamment le monument historique, où je me suis dit, ok, là, j'ai loupé quelque chose et surtout, j'ai fait aussi louper sûrement à mes clients, partenaires. À mes partenaires, à mes clients, parce que je m'étais mis des barrières toute seule sur ce programme-là et pendant que moi, je me mettais des barrières, mes collègues s'en sont pas mis. Et open bar. Voilà. Et ok, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé au début. Vous êtes B2B, vous faites pas de B2C en direct, vous faites pas de client en direct. Tout à fait. Ouais, on travaille avec des cabinets de gestion de patrimoine, avec des grands réseaux aussi institutionnels, comme on les appelle, donc les réseaux nationaux. Oui, mais en tout cas, en effet, on travaille avec des professionnels de la gestion de patrimoine. C'est important sur ces projets-là, parce que comme on disait, ça vient s'inscrire vraiment justement dans cette démarche. Vous n'avez pas un stand ou un stand en bas d'un programme Non, on n'a pas. Lol. On n'a pas. Par contre, on peut faire des visites des programmes. Ah oui. Ça, c'est important de le dire. C'est vrai que je l'ai toujours pas fait. Faudra venir. Faudrait que je m'y mette. Exactement. Bon, très, très cool. On arrive quand même pas mal à la fin. On a pas mal, ça fait une petite heure qu'on échange. C'est très cool. Moi, j'avais 2 questions un petit peu pour terminer, avant de connaître le nom de ton chien. Quand même. Très important. Question essentielle, je dirais, du podcast. Pour nos auditeurs, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, rien que pour ça. Les critères de succès pour toi d'un projet immobilier? Pour moi, alors déjà, faut qu'il corresponde à nos attentes. C'est-à-dire que il faut que ce soit quelque chose qui s'inscrive vraiment dans les objectifs du client, parce que sinon on sera forcément déçu. Et puis il y a un côté, bien sûr, emplacement, ça, on le dit, on le répète, l'immobilier, l'emplacement est important. Et même sur de l'immobilier de réhabilitation, il faut comprendre pourquoi on va sur tel projet, tout ça. Mais c'est important de comprendre l'emplacement, de comprendre le projet. Donc, je dirais l'emplacement, la mécanique fiscale. Pour là, par rapport à nos clients, parce qu'on va avoir des mécaniques qui vont être plus ou moins... On l'a bien vu, c'est quand même technique. Donc, la mécanique fiscale, mais pour moi, la mécanique fiscale, elle va avec les objectifs du client et tout son profil. 100% en phase. Donc voilà, je dirais que c'est ces 3 points-là qui sont importants à Alors avoir attends, parce que j'en ai noté que 2. Emplacement, fiscalité... Mécanique fiscale et les attentes, les objectifs. Voilà, faut vraiment que ça vienne répondre à ça. Je le vois souvent sur des clients qui veulent faire un investissement locatif en défiscalisation et qui veulent un pied-à-terre. Là, typiquement, le mouton à 5 pattes. Voilà, c'est le fameux. C'est le fameux. Je voudrais l'appartement en défiscalisation avec si 80% de travaux et vue mer, etc. Bon, souvent, ce que je dis aux clients, c'est qu'il faut dissocier les deux. Bien sûr. Voilà, il faut dissocier. Vous faites un investissement locatif avec une défiscalisation. On va se concentrer sur ce projet-là. Et à côté, faites votre projet d'appartement en résidence secondaire ou ce genre de choses. Ouais. Mais sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, le fait de cloisonner ses attentes pour tel ou tel projet, ça permet derrière d'être satisfait aussi du projet sur lequel on va. Parce que si on s'éparpille sur plein de choses, finalement, soit on n'arrive pas à trouver le projet, ou alors ça ne va peut-être pas correspondre à la fin à ce qu'on attendait. Donc voilà. C'est pour ça que je parle d'objectifs et d'attentes, mais c'est très important. Tu es 100% en phase. Et tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au client qui veut boursicoter dans son contrat d'assurance vie. C'est ça. En vrai, c'est exactement ça. Ouais, le premier truc qui m'a fait bip dans ma tête, c'est ça. L'une des premières choses qu'on dit à nos clients, c'est OK, pour structurer votre patrimoine, les objectifs, la fiscalité, la stratégie, etc., oui, en fait, il va falloir mettre en place certaines solutions. Il y en a peut-être sur lesquelles vous voulez jouer un petit peu, mais dans ce cas-là, moi, je ne veux pas y toucher, en fait. Ouais. Gardez votre envie de boursicoter, jouez de votre côté. Par contre, nous, on va travailler sur tout le reste. Et fondamentalement, les deux sont très difficilement matchables, entre guillemets. Et en fait, tu es en train de me dire exactement la même chose sur l'immobilier. Donc, en fait, on se rejoint 100% là-dessus. Et c'est vrai, vous pouvez jouer, vous pouvez avoir envie d'eux, etc. Mais en fait, quand on va construire, quand on va aller chercher du développement patrimonial, du rendement patrimonial, en fait, il faut vraiment laisser les professionnels faire avec leurs compétences, leur savoir-faire, etc., pour vraiment vous accompagner et vous aider à structurer tout ce qui va bien. Tout à fait. Ok. Bon, cool. Et donc, le prénom de ton chien ? Thor. Thor, ok. C'est quoi comme race ? Alors, c'est un croisé que j'ai adopté à la SPA. D'accord, très cool. Pour la petite, petite anecdote. Et il a à peu près 1 an et demi.
Voilà, suivant les estimations. Ok. Mais en tout cas, il est très sympa. Bon, top. Bah, franchement, très cool. Merci Ludivine. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, bah, avec grand plaisir. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur l'immobilier ancien, l'immobilier de réhabilitation, de rénovation, sur toutes les lois fiscales qui existent. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et c'est quand même l'avenir. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu. L'immobilier neuf, pour moi, un peu derrière, il y a tellement de choses. Tu nous as parlé, la loi climat, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'ancien. Et aujourd'hui, en termes de construction, stratégie patrimoniale, stratégie de réduction d'impôts, toutes choses égales par ailleurs, il y a énormément de choses à faire dans l'ancien. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Voilà. Et puis, j'espère que ça permettra d'y voir un petit peu plus clair à tous sur l'immobilier de réhabilitation. Et puis, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est après, dans tous les cas, d'aller voir un professionnel pour être orienté. Et c'est derrière... un généraliste. Exactement. C'est un cabinet de gestion de patrimoine qui pourra vous orienter au mieux sur la solution pour vous sur ces fiscalités-là. Top. Venez nous voir. Exactement. Merci. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez apprécié cette discussion autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager ce podcast avec vos proches. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes captivants sur la gestion de patrimoine. À bientôt!